Bonsoir, je voudrais terminer cette série de vidéos par l'exposé des principaux tenants et aboutissants permettant de comprendre le Front populaire. Alors, dans ma vidéo précédente, j'ai très nettement souligné que tout ça se mettait en place après le 6 février 1934 et que tout ça résultait d'une acception populaire d'une situation au terme de laquelle il convenait de barrer la route à un péril présenté comme étant du fascisme. La cause est entendue, j'ai dit mes différences sur le fond, en pensant que ce qui s'était joué en 1934 n'était pas à proprement parler du fascisme, mais une ressucée de vagues anti-parlementaires, anti-républicaines d'une droite classique, d'une France traditionnaliste classique, peu importe. Ce péril va entraîner d'abord une modification radicale de l'état d'esprit chez les communistes et qui répond à deux exigences. L'une qui est principale, mais l'autre qui ne doit pas être néanmoins négligée. La principale, c'est bien évidemment que tout ça se situe dans la foulée de la compréhension par les dirigeants soviétiques que décidément Hitler n'est pas une petite parenthèse, qu'Hitler est là pour durer et que la consolidation du pouvoir hitlérien place la révolution russe devant la nécessité, n'est-ce pas, de faire face à une menace existentielle, de par la nature même idéologique du nazisme et sa vision raciale des choses, qui prétend que la race supérieure, la race aryenne, a le droit légitime de conquérir un espace vital sur la race dégénérée des Slaves. Je ne fais pas un dessin, c'est assez clair. Tardivement donc, l'Union soviétique change son analyse de politique diplomatique vis-à-vis de l'Allemagne, alors que l'Allemagne avait été son principal allié depuis 1922, les deux exclus du traité de Versailles. L'Union soviétique opère ce que Léon Blum va appeler d'une très belle expression une NEP, par allusion à la nouvelle politique économique après le communisme de guerre, une NEP diplomatique au terme de laquelle, menacée par l'Allemagne hitlérienne, l'Union soviétique va chercher des alliés parmi les démocraties occidentales. Une sorte de front populaire international contre Hitler. Ça a des conséquences que j'ai commencé à analyser et sur lesquelles je reviendrai. Mais il y a aussi dans l'aspect franco-français du Parti communiste le fait qu'il y a une véritable réflexion postérieure au 6 février et qui conclut que la lutte, l'affrontement permanent contre les sociotraîtres ne répondent plus forcément aux nécessités de l'heure. Après tout, c'est bien Maurice Thorez, je n'y ai pas fait allusion dans la vidéo précédente, donc ça sert de point de départ à cette nouvelle vidéo, qui, si ma mémoire ne me joue pas des tours, je crois que c'était à Nantes, dans un discours à Nantes, en octobre 1934, que pour sortir la France de ses difficultés, politiques, économiques et sociales, il faut une politique d'alliance entre classe moyenne et classe populaire. D'ailleurs, un élément de décryptage dans son histoire, quand le Parti communiste parle de classe, il est contre l'unité populaire. Quand il parle de peuple, il est pour l'unité populaire. Voilà, pour aller vite et faire de la lexicologie basique sur le mouvement communiste. Ça a des conséquences.
Et la première de ces données, c'est-à-dire la NEP diplomatique, pour paraphraser Léon Blum, pour plagier Léon Blum, est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que sans aucune préparation pédagogique ou politique ou idéologique, du jour au lendemain, il suffit que Staline reconnaisse que la France a raison, n'est-ce pas, de se réarmer et de se préparer au cas où. Alors cette préparation sera bien insuffisante. Nous y reviendrons en conclusion. Et le Parti communiste devient tout d'un coup un parti patriotique, national, et non plus, comme il était auparavant, un parti antimilitariste. Et dans ces conditions-là, non seulement la géopolitique interne du Parti communiste bouge, mais ça a des conséquences très importantes sur un autre parti, qui est le Parti radical. Or, ce Parti radical est en pleine guerre civile interne depuis le 6 février 1934. Parce que si on réfléchit bien, le résultat concret de l'émeute du 6 février 1934, c'est que la gauche du Parti radical, symbolisée par Édouard Daladier, on pourra trouver une figure emblématique comme Pierre Mendès France, a été blackboulée du pouvoir, et c'est la vieille garde traditionnelle qui s'est alliée avec la droite. Dès lors qu'il n'y a plus l'hypothèque d'un parti anti-français, que le Parti communiste a levé cette hypothèque-là, qu'est-ce qui s'oppose pour la gauche du Parti radical d'expliquer à son vieux leader, Édouard Herriot, homme respectable par ailleurs, maire de Lyon, d'expliquer à Édouard Herriot qu'on a cédé face à l'émeute en 1934 et il faut prendre sa revanche. À quoi les vieux caciques du Parti radical vont également se rendre compte que dans les urnes aux élections municipales, sauf là où ils font des listes communes avec les socialistes en mai 1935, ils en prennent plein la gueule. Ils se plantent. Et c'est dans ces conditions-là que fin juin, début juillet 1935, la décision est annoncée le 3 juillet 1935, Édouard Herriot décide, c'est ça le grand tournant, que les radicaux vont participer à la manifestation du 14 juillet 1935 sur le trajet symbolique où prétendument l'unité populaire s'est réalisée dans la rue le 12 février 1934 en réaction à la tentative de coup d'État fasciste du 6 février 1934. Voilà comment en termes de communication les choses se sont dites. Donc, toujours nation-république. C'est au cours de cette manifestation, je vous l'ai dit, qu'est scellé le serment du Front populaire. Et même s'il y a une multitude d'organisations, la Ligue des droits de l'homme, les deux grandes centrales syndicales, CGT et CGTU, qui vont d'ailleurs entreprendre des négociations qui aboutissent à la réunification syndicale au Congrès de Toulouse en mars 1936, quelques semaines avant les élections du Front populaire. Il y a le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Bref, il y a une multitude d'organisations qui se rassemblent sur ce slogan très large, pour la paix, pour le pain, pour la liberté. Et dans la foulée, on va acter, alors ça touche toutes ces organisations, mais les trois principaux, ce sont les radicaux, les communistes, les socialistes, on n'en sort pas.
Et donc, bien évidemment, comment, compte tenu désormais du rapprochement de la majorité du Parti radical des socialistes et des communistes, transformer ce potentiel électoral qui approche les 45-48% des voix, je vous l'ai montré, pour en faire la force victorieuse. Et dans un scrutin majoritaire à 2 tours, puisque c'est bien comme ça que fonctionnent les élections à ce moment-là en France, dans un scrutin majoritaire à 2 tours, il n'y a qu'une seule façon. Je la symbolise, je la résume par la formule classique. Au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. C'est-à-dire le désistement républicain. Et donc, très tôt est acté le principe qu'au second tour des élections générales de 1936, il n'y aura qu'un seul candidat, qu'il soit communiste, socialiste ou radical, pourvu qu'il ait signé l'accord électoral pour le désistement républicain. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des divergences très profondes qui se font jour dès la négociation de la plateforme. Vous avez des négociations entre socialistes et communistes dès le mois de septembre 1935, mais enfin, la plateforme générale est adoptée en janvier 1936 et elle sera présentée par Victor Bache. Je vous demande de reconnaître le nom de Victor Bache d'ailleurs, parce que c'est le président de la Ligue des droits de l'homme et c'est une figure éminemment importante dans cette période-là. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet. À moins que, comme moi, on essaye d'aller plus loin. Et que l'on observe que dans ces négociations, le produit est un produit extrêmement général, sans quasiment aucune réforme sociale d'envergure, tout simplement parce que, comme pour les radicaux et comme pour les communistes, il s'agissait de préserver à tout prix la capacité de la France à faire face, n'est-ce pas, à la menace hitlérienne pour les communistes sous couvert de défense de l'Union soviétique, et pour les radicaux à prendre leur revanche sur l'émeute de février 1934, il ne s'agissait pas de faire une œuvre de réformation sociale très importante, tout simplement parce que cela risquait d'entraîner des mouvements sociaux, des grèves, que sais-je encore, qui affaibliraient, n'est-ce pas, du point de vue communiste, l'intérêt stratégique que la France alliée à l'Union soviétique, il faut une France forte face à Hitler, et du point de vue radical qui réalimenterait dans l'électorat radical la peur du bolchevisme. De sorte que les seuls qui ont proposé, ils ont été systématiquement mis en minorité par le vote commun des communistes et des radicaux dans la négociation de la plateforme électorale, ce sont les socialistes. Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a un texte éminemment important qui va constituer la feuille de route, comme on dit aujourd'hui, sur laquelle vont se présenter les candidats du Rassemblement populaire, c'est-à-dire les candidats tenus à un accord de désistement. Les électeurs choisissent au premier tour qui sera en première position et qui défendra au second tour le projet de Rassemblement populaire. Donc, que nous dit cette plateforme? Il y a plusieurs points. Désarmement et dissolution des ligues d'extrême droite, des ligues factieuses. C'est bien le moins. Ceux qui sont à la cause et à l'origine des émeutes du 6 février 1934. Abrogation des lois scélérates restreignant la liberté de la presse. C'est comme aujourd'hui, quoi. Je veux dire, la loi de sécurité globale. Pas uniquement son article 24, d'ailleurs. Organisation d'émissions radiophoniques d'État permettant une exactitude de l'information, une égalité des organisations politiques à l'antenne. Ça aussi, ça peut résonner d'une certaine actualité. Liberté syndicale pour tous, avec reconnaissance donc du droit syndical. Prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans.
constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation économique politique dans les colonies françaises, maintien et défense de la paix, en passant d'une paix armée à une paix désarmée, fondée sur le désarmement, le pacifisme, même si vous voyez bien que par rapport à l'enjeu stratégique de défense nationale omniprésent, c'est quand même quelque chose qui peut passer. Institution d'un fonds national de lutte, pour compenser le chômage, pour indemniser les chômeurs, plus généralement une politique de relance keynésienne, avec un soutien aux coopératives agricoles, et, parce que c'est stratégique, la nationalisation des industries de guerre. Voilà. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ce n'est pas un projet révolutionnaire, c'est simplement, dans la foulée de ce que je viens de vous décrire, une plateforme antifasciste. Et se surimpose à ce point très important toute la réflexion intellectuelle du Parti socialiste sur la question du pouvoir. Aujourd'hui, nous savons que c'est Léon Blum qui sera appelé à gérer le gouvernement de Front populaire. Personne ne le savait à l'époque. Et je reviendrai sur ce point qui est toujours passé sous silence aujourd'hui et que je trouve, moi, une forme d'abêtissement et de valerie intellectuelle. Mais en tout état de cause, Blum, celui qui a dit non au communisme au congrès de Tours en décembre 1920, celui qui a dit « pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste pour garder la vieille maison ». Léon Blum a très bien compris ce qui s'est joué au congrès de Tours en 1920. Il a notamment excellemment compris que la majorité des militants qui ont choisi d'adhérer à l'internationale communiste ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient d'accord avec les 21 conditions d'adhésion au Comintern, sans même évoquer les conditions secrètes. Les conditions secrètes ne sont pas sur le dessus de la négociation. Non. Ce que la majorité des militants du parti ont choisi de faire en adhérant au Parti communiste, c'est de sanctionner la trahison que les dirigeants socialistes avaient, selon eux, commise en participant au gouvernement entre 1914 et 1917 sous couvert d'union sacrée. Et Blum le sait mieux que quiconque puisqu'il a été chef de cabinet d'un des ministres socialistes pendant ce socialisme de guerre. Alors, il en a tiré des conclusions qu'il a commencé politiquement à formuler dès 1926, au congrès de la Bellevilloise, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, où il a opposé deux cas de figure, parce qu'il sait très bien qu'en allant au pouvoir, au gouvernement, le Parti socialiste risque de perdre son âme. Il a estimé d'une part que, évidemment, le but du Parti socialiste étant de parvenir à l'établissement d'une société communiste, puisque c'est bien ainsi que sont rédigés depuis le congrès de l'unité socialiste de 1905, salle du Globe, en avril 1905, avec l'aval de Jules Guesde et de Jean Jaurès, les statuts définissant le but du Parti socialiste, établir une société communiste. C'est bien de ça dont il s'agit. Et ça restera, n'est-ce pas, dans les statuts jusqu'à la fin des années 60. Dans ce cas-là, l'hypothèse qui s'impose est celle d'une prise du pouvoir pour transformer de manière radicale par l'appropriation collective des moyens de production et d'échange les bases économiques et sociales de la propriété. Mais un but aussi révolutionnaire revient aussi à renvoyer systématiquement au calende grec, donc pour l'éternité, l'hypothèse de la révolution.
Ainsi, le Parti socialiste ne sera pas conduit à exercer le pouvoir. Ainsi, il ne perdra plus son âme, comme il a perdu son âme entre 1914 et 1917. Mais en cas de circonstances exceptionnelles, où le fondement même de la démocratie et de la République serait menacé, même si République n'est pas équivalent à démocratie. Je crois avoir suffisamment insisté là-dessus, et je crois que la période qui s'ouvre va nous inciter à y réfléchir de plus en plus sérieusement. Si la République est menacée, comme elle a été remenacée par les antidreyfuseurs en 1899, et que pour la première fois un socialiste, Alexandre Millerand, comme ministre du Commerce extérieur, avait participé à un gouvernement de concentration républicaine. En cas de menace, il peut y avoir l'hypothèse d'un contrat limité d'exercice de gestion loyale du système, de gestion loyale du capitalisme. Et là, c'est sur la base d'un contrat électoral basique pour défendre la République. La situation politique évoluant notamment avec les menaces nazies, Blum a complexifié son équation en ajoutant à l'idée prise du pouvoir, donc exercice révolutionnaire par définition, et gestion loyale, un troisième terme, qui est la notion d'occupation défensive du pouvoir. Et en ce sens-là, la plateforme électorale que je viens de vous décrire, actée en janvier 1936, correspond évidemment à quelque chose qui se situe entre ces deux options, la gestion loyale et l'occupation défensive du pouvoir pour préserver la France, en l'occurrence du danger présenté comme étant un danger fasciste. Alors, j'ai longuement insisté, puisque ça fait un peu plus de 2 vidéos que je suis là-dessus, sur ces présupposés nécessaires à la compréhension de ce qui va se jouer lors des élections de 1936 et par la suite. Mais je veux que vous ayez au moins compris que de tout ce que je viens de vous décrire avec relativement de précision, pas assez à mon goût, mais trop pour vous, donc on va faire une synthèse, on va s'arrêter là sur ces présupposés. Bien, rien, absolument rien de ce qui fait que dans notre mémoire collective, nous faisons, n'est-ce pas, dans la mémoire du peuple, du Front populaire, la grande aventure, le grand moment symbolisé par les accords de Matignon, ratifiés dans la nuit du 6 au 7 juin 1936. Et donc vous avez une contradiction que vous ne pouvez pas éviter. Au nom de quoi? Par quel phénomène peut-on expliquer les accords de Matignon, l'apport historique fondamental au plan de grandes réformes sociales, que sais-je encore, alors que le contrat passé devant les électeurs est un programme de défense républicaine. Et nous avons donc là une difficulté intellectuelle à laquelle il faut bien que, n'est-ce pas, nous acceptions une fois pour toutes
de nous confronter. Alors, il y a plusieurs éléments qui expliquent. D'abord, il y a quand même, je tiens à le signaler, une campagne électorale extrêmement tendue, puisque Blum est quasiment assassiné. Blum est matraqué et très grièvement blessé, boulevard Saint-Germain, par des camelots du roi, n'est-ce pas, à l'angle de la rue de Solferino et du boulevard Saint-Germain. Il est sauvé par des ouvriers du bâtiment, mais il est dans un état d'extrême faiblesse, il est passé tout près de la mort. Ce n'est pas un petit incident qu'on évacue en général d'un trait de plume. Et Blum passera la plupart de la campagne électorale chez son ami Vincent Auriol, qui sera après son ministre des Finances, à Muret, près de Toulouse. Et donc, l'attentat contre Blum va, si vous voulez, symboliser la pertinence qu'il y a à mener une lutte antifasciste, puisque le chef du Parti socialiste, le président du groupe parlementaire socialiste, a été victime d'un attentat. Alors ça entraîne aussi des éléments de faiblesse. Par exemple, la veulerie avec laquelle le groupe parlementaire socialiste réagira à la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler en mars 1936. Puisque Blum, qui est quand même un petit peu plus subtil sur la question de la défense nationale, n'est pas là, et que c'est la voix des pacifistes les plus extrémistes qui vont estimer, on croit rêver, mais c'est comme ça, qu'après tout, Hitler était fondé à réarmer la Rhénanie et que ce n'est pas lui l'agresseur dans cette affaire, mais les conditions du traité de Versailles qui sont beaucoup trop dures. Et parce que je n'ai aucun tact à la matière, je tiens quand même pour particulièrement significative que certains députés au groupe parlementaire socialiste soient mis en accusation parce qu'ils disent que l'agresseur c'est Hitler, tout simplement parce qu'ils sont juifs. Et que le secrétaire général du Parti socialiste, Paul Faure, leur demande si c'est parce qu'ils sont juifs qu'ils veulent piétiner le pacifisme. Jamais dans le pacifisme de Jaurès, il n'y a de la lâcheté. Lisez son projet, l'armée nouvelle, par exemple, pour vous en convaincre. Enfin, Blum n'est pas là, donc c'est cette doxa-là qui l'emporte. Fin de l'incise, revenons à notre campagne électorale. Élection, donc, à 2 tours. Et là, alors que tout le monde pensait qu'on était dans une forme de super cartel des gauches, c'est-à-dire accord républicain de désistement au second tour, qui donnerait au groupe parlementaire le plus puissant la charge de désigner le président du Conseil, sous-entendu, comme en 1924, comme en 1932, le groupe parlementaire le plus puissant, ce sera le parti radical. Et donc communistes et socialistes se sont engagés à soutenir un gouvernement à direction radicale, quitte, en tout cas, cette fois-ci non plus à le soutenir uniquement, mais à y participer. Sauf que ce qui se joue le 26 avril change un petit peu la donne. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord quelque chose qui s'appelle le Parti communiste, qui faisait des scores très faibles et qui là fait plus de 13-25% des voix. Et qui surtout obtient 72 députés, 49 de plus qu'en 1932. Il y a le Parti socialiste qui fait 20,76% des voix.
et qui obtient 149 députés, plus 18 députés par rapport à 1932. Il y a un petit parti intermédiaire, partisan depuis longtemps de l'unité entre socialistes et communistes, qui s'appelle le Parti d'unité prolétarienne, qui ne fait pas beaucoup de voix, mais qui obtient quand même 9 députés. Et il y a le Parti radical, qui alors qu'il faisait plus de 20% habituellement, fait moins de 16% des voix. Et qui, lui, a 50 députés en moins. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équilibre électoral qui eût dû conduire mécaniquement, d'après les logiques électorales traditionnelles, à faire en sorte que nous ayons affaire à un super cartel des gauches chargé d'appliquer une ligne antifasciste très générale, là, on va rentrer dans quelque chose de différent. Puisque les socialistes ont plus de députés, 149 députés socialistes contre 110 à peine pour le Parti radical, et même si vous rajoutez des petits groupes intermédiaires comme l'Union socialiste républicaine, qui a 29 députés, l'ensemble des radicaux, Parti radical plus Union socialiste populaire, ont moins d'élus que le Parti socialiste. Et ça, pour Blum, c'est, je m'en excuse, ouvrez bien vos oreilles, le scénario catastrophe. Il ne voulait pas être en situation d'exercer le pouvoir, tout simplement au nom des leçons qu'il avait tirées de ce à quoi avait conduit la participation des socialistes au gouvernement d'Union sacrée. Vous croyez que j'exagère comme toujours? Alors moi je suis désolé, un historien ça doit travailler sur des documents. Or vous avez un document qui montre que ce n'est pas un délirium tremens de ma part. Mais il faut aller les chercher les documents. Et pendant des années et des années, ces archives de Léon Blum n'ont été que très partiellement conservées en France, mais elles ont été, après la Seconde Guerre mondiale, puisque les Allemands, les nazis les avaient saisies, elles ont été, dans la foulée de la victoire de l'Armée rouge contre le nazisme, rapatriées à Moscou. Et il a fallu attendre que Mikhail Gorbatchev, dans les années 80, commence une politique d'ouverture d'archives pour que l'on puisse commencer à aller voir un peu sérieusement les fonds de Léon Blum conservés à Moscou. Et que l'on commence à avoir un fonds d'archives à peu près correct. Et l'un des chercheurs qui a travaillé dès les débuts, qui est un Israélien, qui s'appelle Ilan Grelzamer, et qui a publié chez Flammarion, au milieu des années 90, une biographie intimiste de Léon Blum. C'est-à-dire qui s'est attaché, au-delà de la dimension politique de l'homme, à définir la réalité d'un homme qui était d'abord un homme de culture, avant que d'être un politique. Ilan Grelzamer a été le premier à mettre à jour un document fondamental. Et d'ailleurs, après tout, c'est la fin de cette série de vidéos, alors on peut essayer de vous montrer comment on fait de l'histoire sérieusement. Ce document n'est pas un document apparemment spectaculaire. C'est le 1er mai 1936, entre les deux tours. Le premier tour a eu donc lieu le 26 avril, le second aura lieu le 3 mai, et Blum déjeune dans sa fédération socialiste de l'Aude, là où il a été accueilli après avoir perdu des élections à Paris du fait du maintien du candidat communiste, à l'époque où les communistes voulaient à tout prix faire battre les socialistes, n'est-ce pas? Du côté de Belleville. Et donc la fédération socialiste de l'Aude
dirigé par Eugène Montel, a accueilli Léon Blum pour lui trouver un siège de rechange. Et donc Blum est député de l'Aude. Donc, après les manifestations du 1er mai, Blum et Montel déjeunent avec l'un des plus proches collaborateurs de Léon Blum, André Blumel, qui sera son chef de cabinet, homme éminemment important, dont j'ai d'ailleurs étudié dans mes travaux l'itinéraire très compliqué, puisque après il naviguera entre communisme et mouvement sioniste. Il sera patron de la Fédération sioniste de France, tout en étant président de l'association France-URSS. Avocat de son métier. Et donc, la conversation porte évidemment sur qu'est-ce qui va se passer, on est entre les deux tours. Et à la fin du repas, dans l'auberge, le téléphone sonne. Alors, c'est pas l'ère des portables, hein. Il faut aller, hein, sonne. C'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur donne à Blumel, qui se lève et qui va noter, et on a les pointages effectués et donnés à Blumel à l'attention de Léon Blum à l'issue de ce déjeuner du 1er mai 1936 par le ministère de l'Intérieur, donc, les pointages indiquent tous que les radicaux auront davantage d'élus que le Parti socialiste. Et Blumel note dans ses papiers que votre serviteur est quasiment le seul à avoir consulté en France aux archives sionistes centrales à Jérusalem. Alors après, certains esprits me disent que je veux faire de Blum quelque chose qu'il n'est pas. Les chiens aboient, la caravane passe. C'est moi qui ai raison. Et Blumel note dans ses papiers l'immense sentiment de soulagement éprouvé par Léon Blum. Il ne sera pas appelé à être chef du gouvernement. Et patatras, le 3 mai, 149 députés socialistes, 110 élus radicaux, 29 élus de l'Union socialiste républicaine, ça fait 139, 149 socialistes. 10 de trop. Et ça, c'était totalement imprévu. Ça ne faisait pas partie du plan d'un super cartel des gauches. Et ça change tout. Pourquoi ? Mais parce que c'est un tremblement de terre. Pour la première fois, le Parti socialiste, dont le but est l'établissement d'une société communiste, avec un appui non négligeable de 72 députés communistes. Le Parti socialiste va devoir exercer dans le cadre démocratique républicain la plénitude du pouvoir et ne pas être une simple force d'appui dans une coalition de défense républicaine ou de défense patriotique, comme avait été l'Union sacrée. Qu'est-ce que ça entraîne ? Mais ça entraîne un truc inimaginable. Ça entraîne un truc que personne n'avait jamais envisagé. La joie! Enfin! Dans tous les milieux des exclus, des ouvriers d'usine, des travailleurs journaliers d'agriculture, des chômeurs, des mineurs. Enfin,
un des nôtres. Et donc des grèves d'enthousiasme qui, évidemment, débordent, qui, évidemment, se généralisent avec cette forme exceptionnelle. On a gagné, on est reconnu comme des êtres humains. Lisez ce magnifique texte auquel j'ai fait allusion déjà de Simone Weil, de la sociologue Simone Weil. La grève en elle-même est une joie. On demande au petit contremaître, là, si il veut sortir parce qu'on occupe les usines, on lui demande de signer un bon. Ah, les ouvriers, toi qui as toujours commandé le petit Cheffaillon, là, on te donne un bon de sortie, c'est nous qui signons. On ravitaille les grévistes par des paniers repas. Toute la société, les enfants, les femmes participent à cette gigantesque bouffée d'oxygène. Enfin, la grève en elle-même est une joie. Et ce mouvement de grève déferle dès le lendemain de l'élection, parce que tout simplement, le Parti socialiste, outre le bon score du Parti communiste, est en position d'exercer, n'est-ce pas, au nom des damnés de la terre, des exclus, de ceux qui ont toujours courbé le Parti socialiste, leur représentant. Alors les milieux patronaux paniquent, la droite panique, demande l'armée. Bien évidemment, les occupations d'usines sont illégales. Alors, ceux qui ont gagné refusent d'appeler l'armée. Le maire de Lille, Roger Salingro, que la droite haineuse traînera dans la boue au point qu'il se suicidera à l'automne 1936, après une campagne ignoble, comme seuls ces milieux de pourriture sont capables de les mener. En jetant l'opprobre par des accusations mensongères. Salingro aurait déserté. Non, non, il est sorti de ses tranchées pour aller récupérer le cadavre d'un de ses amis, pour qu'il ne soit pas, pour l'éternité, enterré, pourrissant dans un lieu inconnu, mais que sa famille puisse simplement se recueillir pour son sacrifice, mort pour la France. Mais ce que la droite infâme, ignoble, du patronat textile du nord de la France fait payer à Salingro, c'est le refus de Salingro d'envoyer la troupe contre les grévistes dans le nord. C'est pas comme à Fourmi, où on essaye le fusil Lebel contre des mineurs et des manifestants. Non, 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 le gouvernement, même s'il, enfin le gouvernement, le futur gouvernement, parce qu'on va venir sur cette question-là. Le futur gouvernement refuse de se lancer dans une politique de répression. Et le futur gouvernement va comprendre que par rapport à ce mouvement de manifestation sociale imprévu, spontané, dans lequel seuls des paranoïaques abrutis ou qui veulent instrumentaliser le danger veulent faire présente, n'est-ce pas, veulent présenter la main secrète du Parti communiste. Non, non, les communistes ne sont pour rien dans ce mouvement de grève. C'est un mouvement spontané, parce que ça faisait tant et tant de temps que l'on avait tout subi. Là, pour quelque temps, pour quelques semaines, pour quelques jours, on est des hommes à part entière. Alors c'est la grande peur chez les possédants, chez la droite. Le discours manip communiste ne prend pas.
Si bien que on va demander à Blum de bien vouloir presser le mouvement, c'est-à-dire de prendre directement le pouvoir. Et Blum refuse. Pourquoi? Blum explique quelque chose de fondamental. Nous sommes dans un cadre démocratique républicain. Nous sommes là pour exercer le pouvoir dans ce cadre républicain. La tradition républicaine est sans doute imparfaite, mais elle prévoit un délai de 1 mois entre le second tour des élections, donc le 3 mai, et l'investiture du nouveau gouvernement. Ce n'est pas parce qu'il y a un mouvement de grève fondamental, général, avec occupation d'usines, qui touche des secteurs de type nouveau, comme les grands magasins. Quelque chose d'inouï. Parce que, enfin, de l'air. C'est pas parce que c'est quelque chose d'inouï que Blum veut prêter le flanc à l'accusation de ne pas respecter la tradition républicaine. Quand les milieux patronaux vont le voir immédiatement pour lui dire « Est-ce que vous approuvez les occupations d'usines ?» Non, répond Blum. Je sais que c'est un phénomène illégal, mais si elles se produisent, c'est que la situation était devenue intenable et c'est de votre faute. Et Blum va préparer, en déléguant un de ses amis qui s'appelle Jacques Grunbaum-Balin, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans ces détails, conseiller d'État accessoirement, de négocier avec la Confédération générale de la production française et de mettre en contact donc les milieux patronaux de la Confédération générale de la production française, présidée par, je crois qu'il s'appelle André Duchemin, l'ancêtre du MEDEF, la partie des patrons, et la CGT réunifiée pour préparer un dialogue social. C'est le mouvement social qui va donner naissance aux accords de Matignon. Ou plus précisément, c'est la rencontre entre ce mouvement social non prévu et un gouvernement qui refuse d'être répressif qui va donner par ces accords de Matignon, sur lesquels je vais revenir dans quelques instants, mais j'ai encore 2 remarques à faire avant. Cette caractéristique de réforme sociale fondamentale et qui va rester marquée pour l'éternité avec peut-être plus tard les réformes de la Libération, les accords de Grenelle en 1968, les grandes réformes initiées par François Mitterrand en 1981. C'est le sens où le mot réforme ne signifiait pas réformette. Mais bon. Le gouvernement se présente donc au Parlement le 4 juin. Il y a un débat d'investiture, ça dure une journée. Dès la nuit du 6 au 7 juin, on va dire quasi immédiatement, les accords de Matignon sont signés. C'est bien la preuve qu'il y a eu tout ce travail en amont, initié par cette peur panique des possédants, lesquels sont allés supplier Léon Blum de prendre le pouvoir plus tôt, ce que Blum a refusé de faire pour rester fidèle à l'éthique républicaine. Alors, un mot sur l'investiture de Léon Blum. Pas de surprise, sauf quand même que
là va commencer à se déchaîner une forme d'antisémitisme structurel. Moi, je ne tiens pas pour nulle la grande déclaration de guerre prononcée par un député ancien combattant, membre de l'Action française, Xavier Vallat, et qui après tout sera plus tard, quelques années plus tard, commissaire général de Vichy aux questions juives. Pour la première fois, vous avez un socialiste qui dirige un gouvernement. On dit, nous ne voulons pas d'un marxiste, nous ne voulons pas d'un abominable collectiviste. Je comprends. Mais ce n'est pas ce que dit Xavier Vallat. Ce que dit Xavier Vallat, Monsieur le Président du Conseil, votre arrivée au pouvoir marque incontestablement une date historique. Notre grand et beau pays et vieux pays gallo-romain, pour la première fois, va être gouverné par un juif. Et il continue en disant que pour comprendre en substance les subtilités de la France, il vaut mieux un paysan dont les racines plongent dans les entrailles mêmes de notre sol, plutôt qu'un talmudiste subtil. J'ai tenu à faire cette notation parce que le procès en légitimité contre le Front populaire qui sera mené par les hommes de Vichy est déjà inscrit. Ceux qui ont été directement responsables de la gabegie, notamment les militaires d'extrême droite, à commencer par le maréchal Pétain, et qui vont tenter de s'exonérer de la responsabilité de la défaite en faisant porter au pouvoir démocratique républicain la responsabilité de celle-ci, matinée d'une forme d'antisémitisme. Alors, c'est dans ces conditions-là que les négociations Matignon ont lieu. D'ailleurs, tous les témoignages montrent que le patronat est prêt à faire beaucoup de concessions parce que il faut calmer le jeu. La CGT aussi, parce qu'elle ne veut pas, en tant qu'organisme réunifié, que le pays ne vacille dans une grève générale illimitée qui rendrait caduque sa capacité de résistance au plan international contre Hitler. Vous avez une notation d'ailleurs très importante dans ces négociations, c'est André Duchemin qui se tourne vers un de ses conseillers et qui, lorsqu'on vient de lui décrire la situation salariale de certains milieux ouvriers, et il dit, je cite de mémoire, mais je ne trahis pas le sens de ce que dit Duchemin, le patron des patrons. Si nous avons laissé perdurer ce type de situation, alors nous sommes des criminels. Ce n'est pas un gauchiste échevelé, que je ne suis pas par ailleurs, ni gauchiste ni échevelé. Je suis un républicain de gauche intraitable. C'est autre chose. Et qui n'admet aucune forme de stigmatisation. Pour que les choses soient bien claires. C'est le patron des patrons qui dit que la politique salariale et les conditions de travail si dures sont évidemment des causes d'explosion sociale. Alors, qu'est-ce que vous avez ? On y va vite. D'abord, le principe. Sous l'arbitrage du gouvernement, syndicats et patronat. Négociation collective. Premier grand exemple. Dans le cadre de la problématique de l'histoire du travail, l'histoire des relations sociales, qui est bien le libellé de cet enseignement, date
capitale fondatrice. Je répète. Après, vous aurez la Libération. Vous aurez 1956, qu'on oublie souvent. Et par exemple, la troisième semaine de congés payés. Vous aurez 1968. Vous aurez 1981. Vous aurez quelques brefs moments où majorité sociologique et majorité politique vont pouvoir de concert naviguer pour les exclus. Et pas pour dire on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Des moments où le volontarisme va s'imposer. Alors qu'est-ce que sont ces accords de Matignon? Bon, ben on y va vite. Droit syndical, hausse des salaires de 7 à 15%, selon les branches professionnelles, en moyenne 12%. Vous avez les 2 semaines de congés payés. Vous avez donc un mouvement phénoménal. D'ailleurs, par là même, sont initiés immédiatement un certain nombre de procès en illégitimité. Quoi? Avec les congés payés, vous favorisez les feignants. La valeur travail, vous ne le respectez pas. Les 2 semaines de congés payés. D'ailleurs, quand vous ou vos parents partent en vacances, ils partent 2 semaines avec Léon Blum, 1 semaine avec le Front républicain en 1956, 1 semaine avec 1968, 1 semaine avec François Mitterrand en 1981. Et quand j'entends tout, et là je vais dire en gros mots, Barbier et consorts, dire qu'il y a trop de congés, qu'on ne travaille pas assez, que sais-je encore, qui ne savent même pas s'intéresser à une comparaison internationale sur la productivité du travail en France et en Allemagne, qui donnerait des résultats radicalement opposés à la doxa, parce que ce sont des désinformateurs professionnels. Quand il dit qu'on travaille trop, ben qui la rende sa 5e semaine de congé payé? Qui la rende sa 4e semaine de congé payé? Et qui nous emmerde plus? Le gouvernement des feignants. Le secrétariat aux loisirs, la jeunesse et au sport, avec Léo Lagrange, avec des billets de train, 40% de réduction. L'idée que le temps libre peut être là. Et j'ai oublié de parler d'un office interprofessionnel du blé qui, dans la foulée, un petit peu plus tard, est adopté à une époque où quand même une forte fraction de la société demeure rurale. Voilà cet exemple tout à fait important, la problématique de la baisse du temps du travail, grande revendication depuis les premières manifestations, n'est-ce pas, sur les 8 heures au 1er mai, depuis les massacres de Chicago, qui ont symbolisé, n'est-ce pas, l'organisation de cette fête du travail et de cette journée rituelle du 1er mai. Voilà comment on en est parvenu là. Évidemment, la difficulté, c'est que les rêves ne s'arrêtent pas d'un coup de baguette magique et qu'il faut que le Parti communiste tape du poing sur la table parce que, tout simplement, il panique. Il s'agit d'un mouvement social qu'il ne contrôle pas. Et c'est donc son identité de représentant du monde ouvrier qui est en cause, puisqu'il ne le contrôle pas précisément. D'où, devant la persistance des grèves, le rappel à l'ordre très clair de Maurice Thorez dans l'Humanité, il faut savoir terminer une grève, ça c'est ce que l'opinion publique commune retient, vous me permettez de rajouter,
sitôt que satisfaction a été obtenue. À bon entendeur et sous barbier, salut! Vous comprenez bien, quand vous avez un moment de colère, quelle est la différence entre un gouvernement qui vous assoit à la table des négociations et ceux qui se fossilisent dans leur glaciation en disant que vous êtes des abrutis et qu'ils ne sont pas du même monde que vous, comme le préfet l'allemand, par exemple. Alors, il faudrait évoquer d'autres choses. Je m'arrête là parce que, bon, je crois avoir dit l'essentiel. Je ferai, mais pour le fun, une petite vidéo de conclusion générale, et notamment sur les procès que l'on va faire à propos du Front populaire, notamment ce procès ignoble. C'est le Front populaire qui va réarmer la France. Mais parce que les militaires français seront infoutus d'utiliser et de comprendre les nouvelles conditions de la guerre, ils vont conduire le pays au désastre. Et pour s'exonérer de leurs responsabilités, ils vont assassiner la République, ça s'appelle la France de Vichy. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous ferai, promis juré, très court, cette conclusion générale. Je veux vous remercier d'abord de m'avoir envoyé tous vos devoirs pour la plupart d'entre vous. Bravo, dans ces circonstances pas faciles, croyez bien que je le mesure. Hein. Je le mesure concrètement. Je sais qu'en plus, mon inclination naturelle trouve encore plus à déborder quand je suis seul derrière une vidéo que je vous impose, ce qui n'est quand même pas la forme de dialogue la plus... Bon, comme disait Léon Trotsky, en mauvaise situation, il n'y a pas de bonne solution. J'espère que ces vidéos vous auront été profitables. Je vous souhaite donc, il est quoi, 23h presque. Bon, je commençais ce matin à 5h30, donc 23h, avec vous. Hein. Donc 23h, là, c'est pas mal pour clôturer. J'ai fait d'autres choses, d'autres petites bêtises à côté. La tâche des élus. Vous savez, les mecs dont on dit qu'ils sont tous pourris. Bon, je vous ferai une petite vidéo de conclusion. Mais en tout cas, du fond du cœur, je regrette de ne pas vous avoir mieux aperçu et connu. Voilà, j'aurais pu vous engueuler en direct. On aurait pu s'affronter et en tirer un enrichissement mutuel. J'espère sincèrement que les conditions d'enseignement au second semestre seront autres. Voilà. Bonne soirée. Merci.